suis un peu sale, j'ai dormi sur la muraille de Chine, et là, ils disent, c'est qui ce mec, là? Je me dis, vas-y, il faut que je fasse un feu, sinon je vais mourir. Je sentais plus mon pied. Mais vraiment plus du tout mon pied. J'étais tout seul, j'ai pleuré, tu vois. J'étais là, tout seul dans mon coin, dans des galères, et t'as le manque de ta famille aussi parfois, t'es dans l'inconfort, t'as pas mangé, t'as pas dormi, tu craques, tu vois. En fait, c'est ce genre de personne et de gentillesse sans rien attendre en retour, c'est tellement rare. Et du coup, c'est pour ça que je pensais à elle aussi. Nouvel épisode avec Florian, a.k.a. Hélicostop. Hélicoptop. T'as pas mis ta casquette. J'ai pas mis la casquette l'hélice. hélicoptère, j'aurais tellement pu, je l'ai. C'est pas grave. Je l'ai. Bah tu sais quoi, les gens iront voir sur ton... Et on va voir ce qu'elle donne en vrai. Ouais, allez, voilà. Écoute, ça fait très plaisir d'être là. Moi, j'ai suivi un petit peu ton aventure en stop de Lyon jusqu'à Sydney. Et est-ce que tu pourrais te présenter Avec et plaisir. c'était quoi cette aventure un petit peu? Bah merci de m'avoir suivi déjà, c'est cool. Alors moi, mon aventure, elle est partie de Lyon jusqu'à Sydney. 15 pays traversés, 16 peut-être, je sais plus exactement, je les ai plus comptés au bout d'un moment. Les kilomètres, j'en ai fait à peu près 35 000 à peu près. Pas tout en stop, mais quand même une majorité, surtout toute l'Europe et une grande partie en Asie. Et après, il y a eu des choses entre temps, j'expliquerai plus tard. Le transsibérien, tu voulais en parler, Ouais, ça notamment. m'intéresse. Voilà, une aventure folle, plein d'anecdotes, plein de rencontres, plein de paysages, plein de cultures, on aura le temps d'y revenir, je pense, mais voilà. On va rentrer là-dedans. J'imagine que c'est pas sur un coup de tête directement que tu t'es dit je vais aller en stop à l'autre bout du monde. Tu as dû avoir quelques petites aventures avant ça. Toi, c'est né d'où un petit peu ce goût de voyager de cette manière-là et puis est-ce que tu as eu d'autres on va dire d'autres expériences de voyage avant ça? Alors, très bonne question. Moi, faut savoir que j'ai toujours été passionné de voyages, d'aventure. Je faisais des stages de survie. J'étais là, j'allais me prendre ma cabane, j'allais dans les bois, tu vois, comme toi, je pense. On est un peu tous pareils, tu vois. On aimait trop l'aventure. Je suis passionné de Mike Horn. J'ai lu les bouquins de Bear Grylls aussi, Man vs Wild. Tous les vendredis soirs, j'étais devant ma télé. J'étais Man vs Wild. Il y avait le catch, et après il y avait Man vs Wild. Tu vois. Ouais. J'étais là, Man vs Wild. Se trouve ce qu'il fait. Il fait pipi dans une bouteille d'eau, je sais pas, tu vois. Il se cache dans des, je sais pas. C'était ouf. Et j'ai toujours été passionné par ça, et j'avais jamais vraiment fait la vraie aventure. Et un jour, en fait, ça part tout d'une bière avec un pote. Donc j'avais mon appart à Saint-Étienne. J'étais en études là-bas, et un jour il y a un pote qui vient chez moi, on discute autour d'une bière, et on se dit vas-y cet été, viens on fait quelque chose de vraiment différent. On va pas partir, c'est très cool hein, pour les gens qui partent dans le sud, les étés au Cap d'Agde, très cool. On va s'amuser à l'Amnésia, on va en boîte. Mais on s'est dit on fait quelque chose de vraiment différent. Et on s'est creusé la tête, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment différent, tu vois. Et on s'est dit de fil en aiguille, viens on fait du stop, tu vois. Et moi je connaissais rien au stop, rien, j'ai jamais pensé faire du stop un jour dans ma vie. Pour moi c'était un peu un truc de limite de schlag, tu vois, le stop. Et là on se dit vas-y on va en stop, on traverse la France. Donc on s'est dit où on peut aller. Moi je suis plutôt côté est, du coup vers Saint-Étienne, et on s'est dit on va aller côté ouest jusqu'à Bordeaux. Ouais. Ça fait une belle entrée en matière. Et là, moi j'étais du coup au Puy-en-Velay parce que j'étais avec ma famille dans Haute-Loire. Et on se chauffe, on part à Bordeaux en stop. Donc on fait ça sur 2 jours. Ma famille me regarde avec des grands yeux, mais tu vas pas aller à Bordeaux en stop. En fait, c'est un truc inimaginable pour certaines personnes faire du stop. Encore plus il y a 5 ans. Maintenant, ça se démocratise un peu, je pense, avec les réseaux, tout ça. Voilà, donc je me souviens de mon premier panneau. C'est ça qui me fait rire, c'est que c'était écrit. J'étais au Puy-en-Velay, hein, en Haute-Loire. Le panneau, c'est écrit direction Bordeaux. Ouais. Sur une toute petite route de merde, tu vois. Personne allait à Bordeaux. Je savais vraiment pas comment faire du stop. Et c'est parti de là. Donc de fil en aiguille, j'ai kiffé en fait vraiment l'expérience du stop, le fait d'être libre. Je me suis rarement senti aussi vivant de toute ma vie. Juste le fait de prendre mes décisions comme je l'entendais, de vivre vraiment dans le moment présent. Et c'est ça, j'insiste souvent là-dessus. C'est le moment présent, parce qu'on est toujours dans nos vies en train de penser à hier, en train de penser à demain. Et là, tu penses qu'à maintenant en fait. Si je me fais pas prendre en stop, je dors là en fait. Qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, donc on a fait ce trip, on est arrivé jusqu'à Bordeaux, il y a eu plein d'anecdotes qui étaient assez folles, on s'est fait héberger chez les gens, ça a duré 2 jours, mais c'était intense. Et l'été d'après, avec ce même pote, on dit, putain mec, on a trop kiffé, viens on le fait mais plus loin. Et on part dans un autre pays. Donc là, voilà, petit rêve de gosse, viens on va jusqu'à Amsterdam. Ok. Il me regarde, il me fait Flo, t'as déjà fumé un joint dans ta vie?
Je lui dis non, il me dit bah moi non plus, viens, on va à Amsterdam et la récompense de notre trip, si on arrive à Amsterdam en stop, sera de fumer un joint dans un coffee shop. Tu vois. C'était un peu le délire, tu vois. Et ça a été le début vraiment du stop, quoi. Ces 2 expériences et voilà pour ça déjà avec ce pote-là et j'avais jamais fait vraiment de trucs tout seul. J'ai continué mes études. Ouais. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un peu une rupture amoureuse assez compliquée. Ouais. Après mes études, j'avais ma vie à Lyon qui se passait très bien. J'avais mon cercle d'amis, on faisait des soirées privées à Lyon. On organisait des trucs de ouf. C'était vraiment bien, une belle période de ma vie à Lyon. Et j'ai eu cette rupture amoureuse après mes études qui est tombée un peu au mauvais moment, qui était un peu violente pour moi. Donc il y a eu la fin de mes études, la fin, pas mal de potes à moi sont partis, mon groupe de potes s'est un peu explosé parce qu'il y en a qui partaient voyager à droite à gauche, ma rupture, et là je me suis retrouvé à un point dans ma vie où j'étais comme waouh mec, t'as perdu plein de trucs, t'as plus ta vie à Lyon, tu retournes chez ton père, tu fais quoi toi en fait voilà. Donc je suis tombé assez bas en vrai dans ma vie à ce moment-là, j'ai eu un peu une période sombre. À me morfondre un petit peu sur moi-même pendant quelques mois. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de me relever en fait. Et j'ai décidé de prendre un billet pour Montréal. Du coup, je suis parti. Donc c'était en 2022, 2023. Ok. Bref. Et je suis parti à Montréal et j'ai commencé une nouvelle vie au Canada. Donc j'avais rien du tout. Donc j'avais pas de potes au Canada, j'avais pas de famille, j'avais pas de taf, j'avais même pas de visa. Je sais pas si je peux le dire du coup, mais j'étais un peu dans l'illégalité. Faut venir te chercher. Merde, putain, j'étais un peu dans l'illégalité au Canada. C'était voilà. Enfin, j'ai taffé un peu, voilà, En soum-soum, dans un marché, mais en vrai la police le savait. Ils ferment un peu les yeux parce que Okay. les gens qui taffent dans les marchés qui se la donnent quand même, ils ferment un peu les yeux parce qu'ils ont besoin de taf là-bas. Bref, j'ai trouvé mon appart et je me suis fait un putain de groupe de potes. J'ai fait pas mal de voyages. Et pour revenir sur le stop, du coup, un jour, ça fait la liaison est toute faite, on a organisé, enfin j'ai des potes qui viennent me voir, que j'avais rencontrés du coup après, peut-être, ça faisait 6 mois déjà que j'étais à Montréal. Okay. Ils viennent me dire, Flo, on va organiser un truc qui s'appelle le Québec Express. Ok. Et je dis, attends, c'est quoi le Québec Express? Et ils me disent, en gros, bah ça serait de faire du stop de Montréal à Québec sur une journée un peu, c'est ce que tu me parlais tout à l'heure que tu as fait Ce du que stop. j'ai fait au Festop le week-end dernier. Exactement. Même genre, mais au Québec, quoi. Même genre, exactement. Bref, du coup, je le fais avec mon coloc qui s'appelle Thomas, que je salue s'il nous regarde. Vraiment, Thomas, c'est mon sang. Et du coup, on fait équipe tous les deux. Ça se passe bien, on arrive premier évidemment. Parce que, voilà. Et on fait tous les défis, on gagne Québec Express. Et là, ça m'a refait vivre un peu ces moments que j'avais eu de stop, justement. Où c'était vraiment la liberté. Donc, on est tous allés en stop jusqu'à Québec. Donc, c'était 6 équipes de 2. Voilà, on arrive premier des 6 équipes. Et les 5 équipes, ils ont décidé de revenir à Montréal, soit en bus, voilà. Et nous, on s'est dit, non, on reste, on va dormir là, en tente, et nous, on va revenir en stop aussi. Donc, on a fait le retour en stop aussi, on s'était chauffé. Et vraiment, on était trop à fond, tu vois. Ouais. Et vraiment, ça m'a fait revivre plein de choses que j'avais vécues jusqu'à Amsterdam, jusqu'à Bordeaux. Et à partir de là, un jour, avec ce coloc, donc ce pote, ce frère, je peux dire même Thomas, un jour on va faire un tennis tous les deux, et là on pédale sur notre vélo et il me dit mec, j'ai vraiment kiffé le stop. Je dis mec, moi aussi c'était ouf, tu vois. Viens, on va plus loin, pareil, tu vois. Et j'ai dit vas-y, et il me dit ouais, viens on va à Vancouver. Je dis ouais, Grave. ouais, grave quoi, pourquoi pas. Et Montréal-Vancouver, faut savoir qu'il y a 4000, combien, plus de 4000 km, tu vois. Ouais, putain. Donc c'est beaucoup. Pour faire un petit peu la corrélation, Lyon-Amsterdam, c'est 1000, donc c'est 4 fois plus. Ouais. Et là, 3 jours après, on était parti. Pour finir là-dessus, voilà, ce trip en stop jusqu'à Vancouver, c'est hyper bien passé. C'était incroyable, on a vu les aurores boréales, tout ça. Génial. Ouais. Alors que c'était ni la période, ni la bonne latitude, tout ça. Bah ouais. On a eu trop de la chance. Et voilà, et donc tous ces trips en stop, au final, je les ai fait que à 2, tu vois. Okay. Et voilà, donc je finis mon année au Canada. Je retourne au Canada aussi à un moment pour me faire un peu d'argent. Je reviens et là je me dis Flo, faut que tu fasses ton truc tout seul, tu vois. Vraiment plus loin. Pourquoi? J'aime le stop, j'aime cette façon de voyager, ça m'a fait avoir des anecdotes de fou, mais j'ai toujours fait à 2, pourquoi j'irais pas vraiment? Moi j'aime bien dire le terme aller au bout de la démarche, tu vois. Ouais. Vraiment, si t'aimes un truc, si t'aimes un projet, si y a un truc que vraiment qui te tient à cœur, va au bout de la démarche, t'arrêtes pas en plein milieu, tu vois. Va.
Donc je me suis dit, pourquoi je vais pas aller en Australie, tu vois. Je suis parti en couille dans ma tête. Et j'ai dit, allez, je pars en Australie. Et c'est de là, du coup, que je commence à organiser et que j'ai lancé le voyage hélicoptère avec la petite. Hélicostop, mais c'est trop drôle ça, avec la petite hélice sur la casquette. Moi, j'adore. Mais fou. Voilà l'introduction. Donc l'introduction du comment. Et donc t'es parti pendant 8 mois quasiment, je crois, pour ce voyage-là jusqu'à Sydney. Ouais. Tu pourrais me faire un petit peu l'itinéraire? T'es passé par 15-16 pays, tu m'as dit? Alors, j'ai commencé par le pire. Ne faites pas du stop en Suisse, les gars. Vraiment. C'est chaud. Horrible. Non, alors la Suisse, il y a la Suisse, pardon, il y a la Suisse française et la Suisse allemande. La Suisse française, ça allait, et la Suisse allemande, j'ai attendu 2 jours. 2 jours. 2 jours comme ça. Non. Sans bouger? Jours. Bah, j'ai quand même un petit peu quasiment bougé, pas, quoi. j'ai essayé de m'avancer, de reculer. Je suis allé dormir dans une gare. Et là, j'étais avec un pote. Parce qu'en fait, mon trip, je l'ai commencé, il faut savoir, avec un pote à moi jusqu'à Budapest. Ok. Ça me rassurait un peu. Et puis lui, c'est un gars que j'aime énormément aussi. Donc, ça lui permettait de découvrir aussi, lui, le stop, comme moi, j'ai découvert il y a longtemps. Et on était tous les deux en Suisse. Il pleuvait, il faisait froid. On avait des gueules de schlagos une fois de plus. On était là avec nos ponchos, nos cartons qui faisaient la gueule parce qu'ils étaient trempés. Et personne nous prenait, personne s'arrêtait en Suisse. Suisse allemande, donc on a attendu 2 jours et on a dû prendre un vieux Flixbus pour avancer un tout petit peu jusqu'en Autriche pour repartir. Mais là, mentalement, comment ça se passe pour toi? Parce que ça me fait penser, moi, à mon début de voyage. Déjà, tu te dresses face à un projet où tu te dis, est-ce que je vais y arriver d'aller jusqu'à ma destination stop? Et quand dès le départ, tu galères comme ça pendant 2 jours, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu te dis, mais je vais jamais y arriver, je suis déjà bloqué, je commence? J'étais déboussolé. Ouais. J'étais au bout du rouleau et je pense que si j'avais été seul, ça aurait été vraiment encore plus compliqué. Ouais. Et j'aurais commencé à partir dans ma tête en mode non, mais Florent, tu dois aller en Australie, là, c'est mon premier pays, tu galères déjà, tu fais 2 jours, t'attends au même endroit, frérot. Genre, va-t'en, fais marche arrière, je sais pas. Rentre chez toi. Rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais là? Et finalement, j'étais avec mon pote, donc on arrivait à en rire, on arrivait à. Ouais. On avait un qui était vraiment pas bien, l'autre prenait le relais, il disait allez, vraiment, on va trouver un moyen de faire quelque chose, tu vois. Et voilà, au final, on a tenu bon, on s'était fixé cette deadline de 2 jours, si jamais il y avait personne qui nous prenait. On a pris un petit bus pour avancer jusqu'à Vienne, et après, on a continué. Donc jusqu'à Vienne, et donc après? Autriche, du coup, Vienne. Après, on est parti en Hongrie, donc jusqu'à Budapest, et là où on a rejoint un pote de mon pote qui était avec moi, qui nous a hébergés. Et là, j'avais besoin déjà d'une pause, déjà. Ok. Donc, on s'est posé pendant 1 semaine chez mon pote, chez le pote de mon pote à Budapest. On a fait les petits bains, tout ça, tous les trucs typiques. On a bien visité Budapest, ça m'a fait du bien. Je me suis remis de mes émotions. Et après, c'était parti pour la grande aventure et je redoutais vraiment ce moment où j'allais me retrouver seul, cette fois sans mon pote. Et là, les premiers coups de stop, c'était dur, tu vois. C'était dur. Donc, de Budapest, après, j'ai de la Hongrie, donc je suis passé jusqu'en Serbie, c'est ça, Serbie, donc Belgrade. Après, je suis descendu jusqu'à Sofia, donc en Bulgarie. Après, il y avait plein de villes entre, hein, mais voilà, Bulgarie. Et après, je suis rentré jusqu'en Turquie. Donc, jusqu'en Bulgarie, c'était très difficile pour moi. Honnêtement, c'était le début de l'aventure seule, donc j'en ai chié. J'étais toujours en remise en question. Et qu'est-ce que tu fais là? Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je suis allé jusqu'en Australie, je suis déjà en galère. Et dès que je suis arrivé en Turquie, je sais pas, j'ai eu un peu un éclair de lucidité où je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool ce que tu fais parce que les Turcs sont quand même hyper accueillants. Et voilà, j'ai vraiment kiffé de A à Z la Turquie. Et après, je suis passé pour finir le trip, du coup. Je me perds à chaque fois dans des Géorgie. Donc après, je suis monté jusqu'en Russie, donc jusqu'à Moscou, où j'ai pris le transsibérien depuis Moscou pour traverser toute la Russie jusqu'à une ville qui s'appelle, attention à la prononciation, Blagoveshchevsk. C'est une ville à la frontière chinoise-russe. Après, j'ai traversé la Chine, ensuite Laos, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indonésie et après l'Australie. Ok, bon, le transsibérien, on va s'arrêter dessus un peu parce que moi, j'ai envie d'avoir des infos là-dessus. C'est un peu un rêve. Donc toi, tu l'as pris, t'as dit en Russie, et t'es allé jusqu'à où? Je suis allé jusqu'à la frontière chinoise à Blagoveshchevsk. Ok, donc t'as traversé toute la Russie avec le transsibérien. Et je l'ai pas fait jusqu'au bout, parce qu'il faut savoir que le transsibérien, il va jusqu'à une ville qui s'appelle Vladivostok, c'est vraiment tout à l'est de la Russie. Ok. Donc j'ai presque jusqu'au bout, mais voilà, un petit peu avant, parce que justement, je voulais avoir la frontière avec la Chine pour aller direct en Chine. Tracé en Asie après. Et donc, à quoi ça ressemble quand tu es dans le transsibérien? Est-ce que tu as réussi à...
sympathie avec les gens. Combien de temps ça dure aussi de traverser la Russie dans le transsibérien, et tu vois quoi comme paysage défiler? Alors, combien de temps ça dure? Moi, je suis resté quand même dans le même train pendant une semaine. Ok. Ça paraît énorme. Mais alors, déjà, au début, c'était difficile parce qu'en fait, personne parle anglais dans le transsibérien. C'est-à-dire que c'est un peu la classe populaire russe qui n'ont pas, malheureusement, les moyens pour prendre l'avion. Donc, du coup, ils prennent le transsibérien. Donc, c'est des gens en général qui n'ont pas forcément un grand niveau d'études, sans leur manquer de respect. C'est des personnes incroyables, mais du coup, c'est des gens qui parlent pas anglais. Ouais. Donc, c'était très difficile pour moi de me faire comprendre. Parce que je parle pas un mot de russe, voilà, à part dire merci et privyet, voilà, c'est tout, c'est tout ce que je sais dire. Donc à quoi ça ressemble? Bah t'as un train, t'as plusieurs classes, t'as la classe, moi j'étais dans la classe la moins chère, Classe voilà. éco. Voilà, classe éco, le schlag. Donc t'as des espèces de de dortoirs. En fait, dans la classe éco, t'as des dortoirs, dans la classe numéro 2, on va dire, t'as aussi des dortoirs, mais c'est des dortoirs qui sont fermés. Donc t'as deux lits superposés et ils sont fermés. Et après t'as le couloir, donc comme ça ils sont un peu dans leur petite sphère quand même. Sauf que moi dans la classe éco, il y a pas de porte. Tu vois. Donc t'as le couloir qui passe comme s'il y avait un couloir vraiment très fin entre nous deux. Ouais. Et il y a moi qui était là, je dormais comme ça, tu vois, avec 3 autres personnes, vraiment limite collées à moi, tu vois. Et le lit était plus petit que moi, donc j'avais mes pieds qui dépassaient sur le couloir. Voilà, c'est un délire. Et puis t'entends tous les gens qui passent et t'as plein d'arrêts. Je sais pas combien, mais t'avais au moins 200 arrêts à peu près. Ok. J'avais la fiche comme ça, t'avais tous les arrêts en une semaine. Ok. Donc t'as des arrêts qui sont plus ou moins longs que d'autres. T'as des arrêts dans des grandes villes où tu vas t'arrêter pendant 1 heure. T'as des arrêts dans des petits villages où tu vas t'arrêter 5 minutes, tu vois. Tu disais, là on en parlait juste avant, c'est compliqué de visiter parce que en fait les arrêts sont très courts. Bon, toi t'as quand même réussi à visiter une ville en 1 heure en Oui. courant. Vas-y, raconte-moi ça. Alors, c'est une ville qui s'appelle Novosibirsk, qui est la capitale de la Sibérie. Ah ouais, ok. Ouais. Enfin, la capitale, c'est pas vraiment une capitale, parce que la Sibérie n'est pas un pays, mais c'est la capitale, c'est cette partie de la Russie. Ouais. Donc c'est une grande ville, je saurais pas dire la population, combien d'habitants, mais du coup, ouais, en fait, j'étais un peu frustré, comme tu disais, de pas pouvoir m'arrêter, vraiment, comme toi, tu t'aimerais faire, si tu prends le transsibérien, tu m'avais dit, j'aimerais bien m'arrêter, quand même, visiter, voir les paysages. Donc on voit les paysages, mais en fait, ça défile quand même vite parce qu'on est dans un train. Donc voilà, dès que j'ai vu cette ville Novosibirsk, je me suis dit putain, attends, capitale de la Sibérie, ça me fait chier, je peux pas m'arrêter, je visite pas en fait. Je vois les paysages, mais je visite pas. Et là, j'ai pris une frappe et je suis sorti du train. En plus, j'étais en short. Je me dis vas-y, j'ai 1 heure, j'ai mis mon chrono, tac. Et là, j'ai dit vas-y, je vais faire la visite de la ville en courant, tu vois. Et j'étais là avec mon pull, mon short, mon bonnet. Et là, je courais comme ça. Et je prenais mes petites vidéos pour essayer de faire du contenu. C'était ridicule. En plus, il y avait de la neige et peut-être de la glace, là. Ah, il y avait de la glace, de la neige. Je me suis pété la gueule, genre 3-4 fois. J'avais même mes chaussures, je t'en parlais, mes Air Force. Je suis parti en Air Force à la base. J'avais mes Air Force avec les semelles toutes lisses. Je me pétais la gueule. Imagine, là, le train, il repart, t'arrives pas à temps, mais t'es dans la merde. Je suis dans une merde. Et j'ai une anecdote sur ça, d'ailleurs. Ah ouais? Dans la ville de Chita, qui est une ville après Novosibirsk, qui faisait moins 25. Pareil, je suis sorti en short. Je sais pas pourquoi j'avais un délire de sortir en short. Voilà. Et ça me faisait rire parce que les Russes, à chaque fois, ils me regardaient, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait ce malade, tu vois. Alors, il fait moins 25, le mec il sort en short de son train. Bref, et du coup, c'est une ville qui s'appelle Chita, et je me dis, vas-y, je vais juste aller vite fait m'acheter des trucs. Parce qu'en fait, j'en profitais à certains arrêts pour aller m'acheter des trucs dans la gare à manger, tu vois, des nouilles instantanées et revenir. Et là, et ben, en fait, c'était une des rares fois où j'avais rencontré du monde dans le transsibérien et où j'avais justement un petit peu échangé avec eux. Ok. Et à chaque fois qu'il y avait des arrêts où je descendais, je demandais toujours à, comment on les appelle, pas les contrôleurs, mais enfin les dames qui gèrent ça, je leur demandais combien on a de temps de pause, tac, et ils me disaient 20 minutes, je mets mon chrono, hop, je sais qu'il faut que je sois revenu dans 20 minutes. Et cette fois-là, j'ai pas demandé parce que j'avais rencontré les gens avant. Et j'avais demandé aux gens avant, justement. Je leur ai dit combien de temps il s'arrête le train. Ils me disent oh, un quart d'heure, je crois. Ok, pas de souci. J'y vais, je commence à faire mes courses. Et là, il y en a un. Heureusement, j'avais pris son contact, qui était avec moi à côté dans le train. Il m'appelle et tu sais, il parle pas anglais en plus. Et il me dit go, go, de train, go, go. Et je dis comment ça, yeah, ouais, go, comment ça, go, go. Et il me dit the train, leave, tu vois. Et je dis oh putain. Et en fait, ça faisait genre, mon chrono, j'étais encore bon, tu vois. Genre, ça faisait 7 minutes que j'étais parti sur les 15.
Et là, le train, il a ça de partir. Et donc là, j'ai tapé une sprint de ma vie. J'ai lâché mes courses, tac, tac, tac. J'ai sprinté, je me suis pété la gueule sur les rails et je suis arrivé. Et, genre, vraiment, la meuf, elle m'a vu courir. Elle a dit en mode arrêtez, tu vois. Et elle a ouvert la porte, tac, et je suis monté dans le train. Et là, j'avais toutes mes affaires dans le train. Ah, mais ouais. Toutes mes affaires. Surtout si ça caille, tu te retrouves en short, t'as plus rien. Tes trucs. J'étais mort. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas ce que j'aurais fait, mec. Oh mon Dieu. En plus, t'as pas de visa ou quoi pour rester là-bas? Alors, Si. la Russie, t'as un visa. Moi, j'avais pris un e-visa de 16 jours. Tu payes 50 balles, tu le fais en ligne et tu peux rester 16 jours. Ok. C'est pour ça que j'ai pas fait de stop en Russie. J'aurais bien aimé. Mais malheureusement, t'as pas le temps. Ouais, c'est trop grand. Ok. Ok. Anecdote sur anecdote, désolé, je débite. T'inquiète. Bon, bah, on va reparler du voyage. On parlait tout à l'heure, tu m'as dit que la Chine, ça t'a vraiment marqué. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as vécu en Chine ou des anecdotes de ce que tu as vécu là-bas? Alors, il faut savoir déjà que la Chine, c'est un pays où je voulais pas aller. Ok. Le pays où je voulais pas aller, qui m'attirait pas, parce que sur les réseaux, on voit la Thaïlande, trop cool, les plages magnifiques, etc. Donc moi, je voulais vraiment aller en Thaïlande. Je m'étais mis ça dans la tête et je me suis dit, putain, si j'arrive de Russie, il va falloir que je traverse la Chine, j'ai pas le choix. Donc, vas-y, advienne que pourra, on va aller voir la Chine. Je vais essayer de tracer assez rapidement. Et là, je suis arrivé en Chine, j'ai dit, ouais, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce pays de malade? C'est incroyable, les gars. La Chine, c'est safe. Moi, je pensais qu'ils avaient aucune vraiment culture. Moi, je voyais le Japon, la Corée, les cultures très stylées. Je me suis dit, la Chine, c'est un peu, moi, je dis souvent ça, c'est un peu l'entreprise du monde parce que tout est made in China, etc. J'imaginais des grosses usines, mais vraiment, j'imaginais n'importe quoi, tu vois. Et en fait, pas du tout. Ils ont une culture de fou. Vraiment, c'est hyper safe. Je disais, tu peux te balader à n'importe quelle heure, n'importe où, personne ne va te faire chier. Côté culinaire, c'est incroyable. Après la France, je reste chauvin, le vin, le fromage. Ouais. Mais après la France, je pense que c'est le pays, enfin en tout cas de mon aventure, qui m'a le plus marqué niveau culinaire. Ok. Les gens sont incroyables, la culture est folle, les paysages sont magnifiques, les villes sont tellement modernes, c'est tellement bien organisé, les gens sont respectueux les uns envers les autres. J'ai trop kiffé la Chine, vraiment, Ouais. de A à Z. Bravo. T'as une anecdote marrante sur du stop en Chine ou une rencontre vraiment qui t'a marqué? Alors le stop en Chine, déjà, pour rebondir là-dessus, il faut savoir que c'est pas compris malheureusement. Ouais. C'est-à-dire que tu fais le pouce, ils te regardent, ils font yes, trop bien Mon gars. trop bien. Et, et donc du coup t'es obligé de faire des petits moves en mode arrêtez-vous, moi je veux rentrer dans ta voiture, stop, tu casses le poignet comme ça pour lui faire comprendre. Tu vois. Mais ils comprennent pas. Mais du coup c'était assez compliqué certaines fois, malgré ça j'ai réussi à me faire prendre en stop. Mais si j'ai une anecdote à ressentir de la Chine, c'est la muraille de Chine. J'ai eu la bonne idée, je sais pas, de camper sur la muraille de Chine. Ok. Je sais que c'est interdit, et tout le monde m'a dit non, c'est interdit, en plus il fait froid. J'avais rencontré un Israélien avec qui j'ai fait un bout de chemin. Il m'a dit, je commençais à le chauffer, je disais mec, faut vraiment que je dorme sur la muraille de Chine, moi c'est un rêve de vie, tu vois, je vais faire un bivouac là-haut. Et il me dit non, mais déjà c'est interdit, il fait froid, il faisait -8 la nuit quand même. -8, ouais. Pour dormir, Faut un bon duvet, quoi. Ouais, j'avais pas T'avais pas un bon duvet? pas de mon duvet. Tellement pas. Mec, mon duvet, c'était un +10 ou +5, je crois. Je crois que c'était plus 10 confort et plus 5 limite, un truc genre. Dur. Donc, duvet de merde, quoi. Ouais. Et le mec, il me dit, bah, il me dit non, j'ai pas envie de venir, l'Israélien. Je dis, vas-y, j'y vais tout seul, tu vois. Voilà. Il se défile. Je dis, j'y vais tout seul, hop, je prends un petit peu les mesures, je sais à peu près où je vais aller, je regarde sur mon plan. J'étais déjà allé un peu l'après-midi pour voir où je pourrais aller. Il faut savoir que la muraille de Chine, elle fait 20 000 km de long. 20 000 kilomètres de long. Kilomètres de long. La moitié de la circonférence de la Terre. C'est énorme, mec, on dirait pas. Tu déconnes. Non, je déconne pas, je te jure. 20 000. 20 000. Je pensais pas au début, hein. Je pensais que moi aussi c'était juste une petite muraille, enfin une petite muraille très stylée, mais 20 000. 20 000. Mais mec, on ira vérifier. Comment c'est possible? Ouais, on ira vérifier. What? On ira vérifier. Mec, c'est 20 000 kilomètres. 20 000 kilomètres. Donc, sur ces 20 000 kilomètres, t'as des parties qui sont restaurées et des parties qui ne le sont pas. Donc, à chaque fois que tu vas voir sur Insta j'allais dire des meufs se pavaner, c'est hyper sexiste, mais genre des gens prendre des photos voilà, devant la muraille de Chine, un peu faire les Instagrammeurs, tout ça. Il faut savoir que c'est toujours tout le temps la partie restaurée de la muraille de Chine, qui est très belle, et ça représente peut-être, je sais pas, 5% de la muraille de Chine. Ok. Et le reste, c'est des parties, pas qui sont totalement détruites, mais partiellement.
Donc c'est des endroits où il y a moins de gardes, parce que tu peux pas mettre des gardes pour surveiller la muraille de Chine sur 20 000 km, c'est pas possible, tu vois. Donc je le savais, je m'étais renseigné. Mais ça fait des zigzags, genre pour que ça fasse 20 000, ça fait plein de zigzags. Plein de zigzags. Plein de zigzags. Et du coup j'ai dit vas-y, je vais aller sur cette partie non restaurée pour justement faire mon bivouac et accomplir un rêve en soi. Donc j'y vais à la nuit tombée, tac tac tac. Hop, j'y vais avec mon sac, je regarde à droite à gauche, je commence à grimper un peu sur la muraille. Hop, et là je vois il y a plein de miradors en fait, ça fait je sais pas si on appelle ça des miradors, mais ça fait la muraille et t'as un espèce d'endroit où t'as quand même un toit avec des fenêtres ouvertes et après remuraille, un toit, tu vois. Et moi je voulais trouver le point le plus haut avec la meilleure vue pour être le mieux possible. Et donc j'ai trouvé un mirador assez haut que je me suis fait tatouer là d'ailleurs. Ok. Ah oui. Et j'ai dormi là-haut. Donc au début je porte ma tente et je me dis mais si je m'endors tout de suite là je vais congeler en fait, c'est pas possible. Donc il faut que je fasse un feu. Faire un feu sur la muraille de Chine, c'est chaud. Il y avait du bois autour ou... Ouais, il y avait du bois. En fait, c'est au milieu des collines. Ok. Imagine plein de collines, pas des montagnes comme on pourrait avoir dans les Alpes, mais des petites comme il y a vers chez moi là, tu vois. Ouais. Des petites collines, c'est un peu vallonné. Et t'as la muraille de Chine qui passe, donc du coup t'as du bois un petit peu de partout. Donc moi je me dis vas-y, il faut que je fasse un feu, sinon je vais mourir, tu vois. Je passe une nuit horrible. Donc là je commence à faire mon petit aventurier, mon petit mycorn, tu vois, tac tac tac. Je casse du bois, hop hop hop. Et là je reviens avec plein de bois sur mon mirador à côté de ma tente. Et là j'allume mon feu. Là tu te dis faut pas que je fasse un feu où je vais me faire voir non plus, tu vois, j'imagine. C'est ça. Faut vraiment faire gaffe. Après j'étais assez serein là-dessus. Je me suis dit au pire il y a un mec qui arrive, bah c'est la vie, tu vois. J'étais un peu en mode. Ouais. Bon après je pense que tu peux finir un peu en prison, c'est peut-être pas ouf. Ouais, en Chine je pense. Enfin ils rigolent pas trop. Ouais. Ils rigolent pas trop. Mais bon, je me suis dit, c'est les risques à prendre dans la vie. Si on prend jamais de risques, on a une vie moins bien, à mon sens. Ouais. Donc voilà, j'ai pris ce risque-là, j'ai fait mon petit feu, c'était cool. Et bon, tu restes 1 heure, 2 heures, 3 heures à alimenter ton feu. J'ai mangé, j'avais pris des petits trucs à manger à mettre sur le feu. Et au bout de 3-4 heures, je me dis, bon, je vais pas alimenter mon feu toute la nuit, je vais essayer de dormir. Donc forcément, si tu vas dormir, bah, tu alimentes plus ton feu, donc il y a plus de chaleur qui arrive. Donc voilà. Donc j'avais mes 4 paires de chaussettes, j'avais un collant, un short, le même short qu'en Russie. Et j'avais 2 pantalons quand même, et j'avais pareil mes trucs, les collants, les mérinos, tout ça, les polaires, la totale, le bonnet, les gants. Et là je m'en mitoufle dans mon sac de couchage de merde et dans ma tente. Et au début ça va, mais j'arrive pas à trouver le sommeil. Et du coup je suis sur mon tel un peu. J'arrive sans réseau. Du coup j'ai téléchargé avant 2-3 vidéos, tu vois, pour essayer de passer le temps et pas trop penser au froid. Donc là j'arrive pas à m'endormir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au bout d'un moment j'arrive à trouver le sommeil et je me réveille une demi-heure plus tard, mais avec une peur mais vraiment horrible parce que je sentais plus mon pied, mais vraiment plus du tout mon pied. Et j'ai commencé à vraiment flipper. Je pouvais plus faire ce move, tu vois, avec mon pied. Je pouvais encore bouger l'articulation de la cheville, mais je pouvais plus bouger le bout. Et là j'ai dit putain, mais mon pied il est gelé, c'est un délire, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc là je commence vraiment à avoir peur. Me dire putain, si tu perds ton pied mec, quand même, il faut que tu finisses à l'hôpital là en Chine, là c'est vraiment pas cool. C'est chaud. Donc j'avais, grâce à mes stages de survie, tout ça que j'avais fait plus jeune, je savais que si tu prenais, j'avais une couverture de survie, c'est une couverture un peu en aluminium là, je savais que si tu la mets à un endroit et que tu mets une source de chaleur au centre, la chaleur se reflète, normalement c'est censé te créer une bulle un peu de chaleur. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis resté dans ma tente. Avec ton briquet et puis la... C'est ça, j'ai mis la couverture de survie sur ma jambe, sur mon pied, j'ai mis le briquet, ça a reflété la chaleur et mon pied a mis genre au moins 10 minutes. J'ai mis 10 minutes pour rebouger, et il était bleu mon pied. C'était un délire. Pas cool. J'ai vraiment eu hyper peur. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. Et j'ai récupéré mon pied et après, bah voilà, j'ai replié mes affaires. J'ai vu un des plus beaux levers de soleil de ma vie, tout seul sur la muraille de Chine. J'étais comme un gosse, c'était incroyable. Donc je descends de la muraille de Chine. Là, je recommence à faire du stop et je me dis, je vais aller voir cette partie qui est restaurée de la muraille de Chine. Pour voir un peu les endroits les plus beaux, quoi. Je fais du stop et il y a une famille qui s'arrête, enfin un couple, dans une voiture hyper luxueuse. Faut voir la scène, moi je suis dégueulasse à ce moment-là. J'ai les cendres de la veille, je pue le feu, tu sais, toi tes amis sont imprégnés de feu. Je suis dégueulasse, je me suis pas douché évidemment, j'ai dormi par terre, voilà, je suis coupé du bois, je ressemble à rien, je suis fatigué, j'ai les cernes, je suis dégueulasse. Ok, je suis dégueulasse. Et là t'as la famille le couple qui s'arrête,
avec une voiture un peu comme Tesla, mais c'est une marque chinoise, je sais plus la marque. Ok, ouais. Vraiment les marques voitures électriques, hyper stylées, sièges en cuir, tout ça. Ils me disent tu vas où? Et je dis moi j'aimerais bien aller voir la muraille de Chine qui est restaurée. Et ils me disent ah bah désolé, nous on habite là à la muraille de Chine, on va à Pékin rejoindre des amis. Et si j'ai bien appris un truc pendant mon voyage, c'est que il y a une expression en anglais qui dit go with the flow. C'est genre laisse-toi porter par le vent quoi. Ouais. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris pendant mon voyage, notamment en Chine, et que je m'étais dit avant cette rencontre, c'est vraiment laisse-toi porter par ce qui arrive, tu vois. Carrément. Essaye de sortir de ton plan. T'as un plan, je devais aller voir la partie restaurée de la muraille de Chine, mais s'il y a un truc mieux qui se propose, vas-y. Donc du coup, ils me disent, on va à Pékin. Là, dans ma tête, je dis, ok. Bah, Je vais à Pékin, en fait. J'étais déjà allé à Pékin, je retourne à Pékin. Je monte dans la voiture. Et là, ils me mettent les sièges chauffants. J'avais été congé toute la nuit. Genre, les sièges chauffants, je suis trop bien. Hop, ils me disent, il y a un frigo, si tu veux, j'ouvre le frigo. Dans la voiture? Dans la voiture. What? Il y avait des petites boissons, je prends une petite boisson, c'est trop gentil. Et là, mec, un espèce de, comment on appelle ça? Un projo. Genre home cinéma? Home cinéma. What? Un home cinéma dans la voiture. Je les vois plus. J'ai l'impression d'être dans un canapé. Et de me faire conduire, il y a les vidéos sur mon Insta pour ceux qui veulent aller voir, c'est n'importe quoi. Il y a le truc qui descend et là ils me mettent un petit film en chinois, bon je comprends rien, mais c'est fun, tu vois. Et au bout d'un moment ils remontent le truc, là, je suis halluciné, je leur dis bah merci, c'est trop cool, désolé, je suis un peu, tu sais, je me sens mal, je leur dis je suis un peu sale, j'ai dormi sur la muraille de Chine, et là ils disent mais c'est qui ce mec, tu vois. Et après ils me disent est-ce que t'aimes les pizzas? Je dis bah ouais, ok, est-ce que t'aimes le karaoké? Je leur dis bah c'est pas ma passion, mais oui, c'est marrant. Ils me disent, ok, tu vas venir avec nous. Et j'ai fini avec ces gens-là, du coup, à Pékin. En fait, il faut savoir que les Chinois, ils kiffent le karaoké et ils privatisent des espèces de grandes salles où ils se rejoignent tous entre amis. T'as des tables, des canapés, c'est hyper confort, c'est bien, t'as des belles lumières, tout ça. Et t'as un projo aussi et ils chantent du karaoké pendant 5-6 heures, tu vois. Ah ouais? Le karaoké, entre eux, ils se bourrent la gueule. Donc j'ai fini dans un karaoké avec des Chinois, ils étaient une dizaine, le couple et leurs amis. Et donc vu qu'ils ont jamais, il y a jamais de blanc en Chine, donc du coup ils étaient tous là, oh, trop cool, ils venaient tous me parler dans un anglais approximatif. Et j'ai fini bourré, mais démonté, tu vois. Ils étaient là, ils faisaient que me servir. Ah, ils avaient du vin, ils disaient ah dans ton pays, la France, vous faites du bon vin, allez bois du vin. Et j'étais ouais, ouais. Et je buvais. Après ils me disent allez va chanter. Je disais mais je peux pas, c'est écrit en chinois, je peux pas chanter. Et ils me disent mais on va trouver des musiques en anglais, tout ça. Et là, la seule musique qu'il y avait en anglais, c'était genre Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, tu vois. J'ai une voix claquée au sol. Et je commençais à chanter comme une casserole. Ils étaient ouais, trop bien. Voilà. Non, pas fin de l'anecdote. Il en reste. C'est tellement long cette anecdote, mais. Non, j'adore. Vas-y. Et du coup, arrive la fin de ce karaoké. Au bout d'un moment, ils rentrent chez eux quand même. Au bout d'un moment, tu vois. Et ils me disent mais attends, mais tu vas où là? Je dis bah je veux prendre un petit hostel à Pékin. Et puis après, je partirai vers le sud, direction Guangzhou, qui est une ville chinoise pas très loin de Hong Kong, vraiment dans le sud. Ok. Et ils me disent ah non mais on va te payer l'hostel nous. Et je dis non, vous m'avez déjà bien assez payé, ils m'ont régalé les pizzas, le vin, le karaoké, tout ça. Et je dis non, ils insistent. Je dis bon, si vous insistez, bon bah d'accord, ok, je me sentais un peu mal, je savais pas trop où me mettre. Donc ils me payent une nuit d'hostel, 2 nuits d'hostel, tu vois. Ils me réservent et elle m'envoie tous les codes, tu vois, tout ça. Donc je dis merci, et après elle me dit mais comment tu vas aller à Guangzhou? Je dis bah moi je vais aller en stop, donc je vais y aller en stop. Et déjà, ils comprennent pas trop. Je dis, bah, comme vous m'avez pris tout à l'heure, je demande aux gens, ils s'arrêtent. Ah, d'accord, mais je vais te payer l'avion, moi, pour y aller. Et là, je m'assois, je me dis, mais attends, mais c'est un délire. Il va falloir que je lui explique que dans mon projet, je ne peux pas prendre l'avion, alors qu'elle est trop gentille, mais il va falloir que je refuse, tu vois. Et je dis, bah, écoutez, c'est trop gentil, mais je peux pas prendre l'avion, genre, c'est pas possible. Parce que j'ai mon projet et que voilà, pas d'avion, juste par la terre. Au bout de la démarche, du coup. Au bout de la démarche. Et elle me dit d'accord, bah, je te paye le train. Donc au final, elle m'a payé le train, en plus des 2 nuits d'hostel. Je pouvais pas refuser le train. Voilà, je voulais faire le maximum en stop. Mais elle a forcé pour me payer le train. J'ai dit vas-y, trop gentil, je vais accepter, je veux pas. Tiens. Donc elle m'a payé le train du coup de Pékin jusqu'à Guangzhou, donc au sud. Et j'arrive dans le train. Donc je passe mes 2 nuits d'hostel. Je finis par visiter bien Pékin. J'arrive dans le train
je me pose, et là, il y a un mec qui arrive, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, avec un sac KFC, tu vois. Ouais. Et il me le pose, il me dit, ah, c'est pour vous. Et je dis, ah non, c'est lui ou lui, j'ai jamais commandé. Ah si, c'est votre nom. Et là, je tilte, je fais, putain, elle m'a fait commander en plus de la bouffe dans le train, tu Waouh. vois. Vraiment. C'est exceptionnel. Et l'anecdote s'arrête là, et j'ai encore leur contact, et ils m'ont dit, si tu reviens un jour, Fred de la Muraille de Chine, c'est le bienvenu chez nous. J'aurais dit, évidemment, vous êtes les bienvenus chez moi aussi. Bah ouais, venez en France quand vous voulez. C'est ça. C'est fou, ce genre de rencontre qui vient de nulle part et qui arrive aussi, on va dire, tu provoques aussi le destin, tu vois. T'aurais pu refuser en te disant, je vais aller voir la muraille de Chine, la partie restaurée, comme t'avais dit. Et c'est vrai que se laisser porter, ça te mène tellement, des fois, à des situations exceptionnelles. C'est ça. Et moi, je dis souvent que pour les meilleurs voyages, c'est là où justement tu fais un plan de base et moins tu vas le suivre, plus ça va être un voyage merveilleux, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'avais mon petit plan de base. Je m'étais dit, tu vas passer par là, tu sais, j'avais ma petite carte. Je me disais, tu vas passer par là, tu vas faire ça, un peu de stop ici, un peu de stop là. En fait, non, j'ai rien suivi. J'ai rien suivi et c'est ça qui est magnifique. Ouais. Parce que justement, tu fais telle rencontre qui va te dire, moi, je vais là, il faut surtout pas rester focus sur son plan. C'est, ah, toi, tu vas là, moi, je pense aller là. Non, mais je vais avec toi, c'est bon, vas-y, on va voir. L'imprévu et les rencontres et se laisser porter. Là, j'ai revu. Est-ce que tu pourrais me parler? Je me rappelle quand tu étais en Indonésie, il y avait un moment où tu étais dans un mood assez dur. Je crois que c'était l'île de Ta quelque chose. Sumatra. Comment c'est cette île? Tanam ou Taman, je sais plus. Attends, j'ai mangé le nom. Oui, c'est entre Sumatra et Singapour, c'est l'île de Batam. C'est ça. Et là, tu disais que tu étais dans un mood assez difficile mentalement et que tu as eu notamment, je crois, une rencontre au port avec des enfants qui t'a fait changer de mindset. Et quand j'ai lu ce que tu avais écrit, moi, je trouvais que ça reflétait tellement aussi ce que j'ai vécu. Je sais pas si tu peux me raconter un petit peu ce moment-là de ton voyage. Tu me raconteras après, toi. Ouais, vas-y. Ce que t'as vécu. Vas-y. Alors du coup, moi, j'arrive en Indonésie. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais dans mon idéal, en fait, j'ai tellement entendu parler de Bali, parce que pareil, un peu matrixé par les réseaux, tous les gens Indonésie, pour moi, égale Bali, tu vois, c'était pareil. Et Bali, les influenceurs, les rizières, c'est tout beau, c'est tout stylé, c'est trop bien, tu vois. Sauf que j'arrive sur l'île de Batam, et j'ai l'impression de me croire, j'étais allé en Inde, tu vois. Genre, une pauvreté extrême, et je sais pas, je me suis un peu renfermé sur moi-même, parce que c'était pas fidèle à mes attentes. Donc du coup, j'avais l'impression que tout le monde me regardait mal parce que j'étais le seul blanc. Il y avait vraiment zéro touriste sur cette île, tu vois. Et moi, j'avais pris justement le bateau, c'est pour ça que je me suis retrouvé sur cette île, parce que je voulais pas prendre l'avion, qui aurait été beaucoup plus simple d'ailleurs, mais bon, au bout de la démarche. et je me retrouve sur cette île, ouais, je me suis vraiment renfermé sur moi-même. J'avais l'impression que tout le monde me traquait, tout le monde me regardait mal, que j'étais en insécurité de partout. J'ai fini dans une chambre. Je voulais trouver le moins cher possible, une chambre à 3 € la nuit avec un ventilo dégueulasse qui faisait du bruit. J'étais dans une chambre, j'ai jamais vu une chambre aussi petite, ça devait faire genre 4 mètres carrés. C'était tout petit, il faisait hyper chaud. Et là, j'ai commencé un peu à déprimer. Et je me suis dit, putain, ça va être ça l'Indonésie, parce que j'ai encore toute l'île de Batam, j'ai encore tout Sumatra à faire, tout Java, arriver à Bali et après voir. Donc j'avais l'impression d'arriver dans un pays vraiment auquel je ne m'attendais pas. Donc je me suis senti vraiment mal. Et après, c'était pas la première fois de mon voyage où je me sentais mal, parce que quand on voyage seul, bah il y a des moments, voilà, j'ai pas honte de le dire, hein, j'étais tout seul, j'ai pleuré, tu vois, j'étais là tout seul dans mon coin, dans des galères, et t'as le manque de ta famille aussi parfois, t'es dans l'inconfort, t'as pas mangé, t'as pas dormi, tu craques, tu vois. Et là, c'était un peu une période comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu un peu un retournement de mindset où je voulais vraiment prendre un autre bateau pour quitter cette île au plus vite. Et j'arrive au port et ils me disent non, c'est pas possible, tu dois attendre 3 jours ou 2 jours ici, je sais plus. Et là, je me suis dit non, je veux pas rester 2 jours ici, je me sentais trop mal sur cette île, c'était horrible. Et là, j'attendais, je suis allé faire une nuit en tente à un endroit, je suis revenu dans ce port. Et là, c'était mes 18 dernières heures sur cette île. Je devais attendre 18 heures, tu vois, dans le port, avant le bateau. Et là, je sais pas, il y a des enfants qui sont venus me voir et ils ont commencé à prendre des photos avec moi, alors que j'avais pas connu ça. J'avais connu un petit peu ça en Inde, un petit peu ça en Chine, mais pas à ce niveau-là, tu vois. Tous les enfants, ils sont arrivés, on peut prendre des photos avec toi. Et là, ils m'ont donné tellement d'amour.
Alors que j'avais eu tellement de moments de merde, c'est les 2-3 derniers jours, j'étais tellement plus bas, j'étais en mode vas-y, j'ai envie de prendre un avion et d'aller en Australie et de me casser de ce pays. Dans ma tête, j'étais vas-y, c'est un pays de merde. Alors pas du tout, pas du tout. Et du coup, ces enfants m'ont tellement donné d'amour, ils sont venus me faire des photos, ils m'ont dit merci monsieur, vous êtes trop gentil. Et là, j'ai dit putain, mais attends, arrête de. En fait, c'est toi, depuis que t'es arrivé, tu vois tout en noir, comme quoi notre perception des fois des choses, elle est vraiment interne. Et des fois, il faut réussir à ouvrir ses œillères sur certaines choses et se dire attends, mais en fait, je pense que c'est comme ça, mais c'est pas vraiment comme ça, parce que lui, il me regardait, mais il me regardait pas forcément mal parce qu'il voulait me faire du mal. Il me regardait de façon insistante parce qu'il est curieux. En fait, en fait, ça va dépendre de la façon dont tu vois le monde, comment tu vas vivre le moment, tu vois. Si tu vois le monde en mode négatif, bah tu vas vivre un moment de merde et une aventure de merde. Et si tu vois le monde en mode positif, bah tu vas attirer le positif. C'est un peu la loi de l'attraction. Tu penses positif, t'attires le positif. Et du coup, à partir de ce moment-là, avec ses enfants, bah direct, je me suis senti 10 fois mieux. J'ai pris mon bateau, j'ai quand même quitté l'île. Et après, direct du bateau, j'ai rencontré des gens parce que du coup, j'étais plus avenant envers les gens. J'étais moins peureux grâce à ces enfants-là qui m'avaient remis dans un mood positif. Et donc sur ce bateau, je suis allé parler à des gens parce qu'ils m'avaient fait un sourire, bonjour. Je suis allé leur parler, tac. Le mec après, il m'a invité à manger, il m'a invité chez lui. Enfin voilà, c'est que ça découle en fait de la positivité, découle énormément d'autres moments positifs et voilà. Comme quoi, des fois, on est dans des moments très bas et on peut remonter très haut. Et c'est tellement vrai, quand je lisais ce que tu avais écrit sur là, ce que tu viens de raconter, je me suis tellement retrouvé là-dedans. Et c'est vrai que tu disais qu'au final, c'est aussi nous ce qu'on renvoie sur le langage non verbal, sans discuter. Juste le fait d'avoir le sourire, le fait de regarder les gens, de les saluer, etc. Ça fait tellement la différence en termes d'opportunités et de rencontres que tu vas faire. Et moi, je me suis rendu compte de ça sur tout le long du voyage. Mais en guise d'exemple, on va dire, j'en ai un assez parlant, où quand j'étais aux îles Canaries et que je cherchais un bateau pour aller pour traverser l'Atlantique et aller soit directement en Amérique du Sud, soit aux Antilles, bah, ça faisait des semaines déjà que j'étais sur les ports où tous les jours, je cherchais un bateau. Et donc j'allais sur les pontons, je discutais avec le moindre marin qui passait. Et au bout d'un moment, quand tu fais ça toute la journée et que forcément ta demande est tellement improbable de demander à aller sur un bateau pour aller traverser l'Atlantique avec un inconnu, forcément 99% des gens te disent bah non, non tu vois. Mais au bout d'un moment, bah, mentalement ça devient de plus en plus difficile. Et tous les jours, tu fais ça des dizaines de fois. Il faut réussir à garder le sourire. Et je me rendais compte que les moments où j'arrivais pas à garder de la positivité, en fait, sur mes expressions du visage, sur ma façon de parler, j'avais une intonation de merde, je faisais la gueule, j'avais pas la même, on va dire le même, le même dynamisme pour aborder les gens. Et en fait, je ressentais qu'à ce moment-là, ça marchait beaucoup moins bien. Les gens me répondaient plus sèchement. Et du coup, ça te met dans un mood encore pire. Alors que dès que j'y allais avec le sourire, même si les gens me prenaient pas, c'était là en mode ah, c'est trop cool ton projet. Bah écoute, je connais peut-être un mec, je te mets en contact avec lui, ou va voir là-bas là, le gars, ou je te laisse entrer sur le ponton, on va parler au bout. Et ça fait tellement la diff. Et ça, je me retrouvais, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais putain, je suis pas le seul à ressentir ça, quoi. C'est ouf. Tout ce qui t'arrive quand t'es positif. Si quelqu'un te pose la question, tu vois, quelle est une ou deux leçons que tu tires de ton voyage? Que ça soit sur toi, peut-être parce qu'on apprend aussi beaucoup de choses sur nous quand on voyage seul comme ça, ou peut-être sur ta vision du monde. Alors, un des trucs que j'ai vraiment appris, c'est de décomposer les objectifs dans sa vie, que ce soit pour le voyage ou que ce soit pour n'importe quoi. Si tu veux devenir millionnaire, si tu veux devenir écrivain, si tu veux juste faire un voyage, faire le tour du monde comme je l'ai fait, ou faire n'importe quoi dans ta vie, en fait, faut décomposer les objectifs pour pas voir trop grand, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si moi je m'étais dit au début, oula, quand j'avais été en Suisse, tu vois, si je m'étais dit, oula, attends, faut que j'aille en Australie, et là je suis en Suisse, je galère. Je me dis, non, 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 ok, on décompose. D'abord, on va sortir de ce putain de pays qui est la Suisse, tu vois. Et après, on verra ce qui se passe. Et le fait de décomposer comme ça, de voir ses objectifs petit à petit, ça aide tellement. Il faut vraiment y aller step by step. À Saint-Etienne, on a une expression qui dit, faut y aller à chapeau. Ça veut dire petit à petit, tu vois. Okay. Et je me répète souvent ça, et c'est vrai que c'est trop important, même quand j'ai des tâches à faire,
je sais pas, t'as des projets, tu veux lancer des trucs, bah toi pour ton podcast par exemple, j'imagine tu t'es pas dit tout de suite, oula, je veux atteindre 1 million de vues, et je veux faire les meilleurs podcasts dans les meilleurs endroits au sommet de l'Himalaya, tu vois. Tu vois, tu t'es dit, ok, je vais commencer par un premier podcast, je vais m'acheter une caméra, c'est vrai que je vais voir comment ça le fait, je vais essayer, surtout essayer. Après ça paraît hyper classique, mais parce que tous les mecs du développement personnel vont te dire ça. Surtout, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend, tu vois. C'est un peu le truc cliché, mais en soi, c'est vrai. Voilà, donc commencer par un truc petit pour après apprendre de ses erreurs et monter les échelons, mais pas voir trop grand au début. Ouais. Ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai appris. Après, déjà, moi, j'ai appris surtout aussi beaucoup sur la solitude. Moi, je suis quelqu'un qui aimait pas être seul dans ma vie parce que bah, j'avais toujours été avec des grands groupes de potes, même quand j'étais à Lyon avant ma période un peu sombre de vie. Même pendant mon stop, on était deux. Voilà, puis j'ai une grande famille, je suis très proche de ma famille, donc jamais vraiment seul. Et quand je suis parti, ma plus grande peur c'était la solitude en fait. Et je me suis dit attends mais mec, tu vas te retrouver seul. Et il y a une phrase de Mike Horn que j'aime énormément, qui dit si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Ouais. Peut-être que tu la connais. Ouais. Forcément. Et cette phrase, elle résonne de ouf. Et c'est un peu cette phrase qui m'a fait partir, où je me suis dit, attends, Florent, tu te chies dessus, là, à partir. T'as peur de partir tout seul en Australie en stop? Ouais, ok, ben c'est parfaitement ce qu'il faut faire. C'est là qu'il faut aller, alors. C'est là qu'il faut aller. Ouais. Voilà. Et maintenant, je pense que grâce à ça, j'ai réussi à apprivoiser un peu ma solitude. Et je pense que je suis beaucoup mieux maintenant avec moi-même, tu vois. J'ai appris à me connaître. Et je souhaite à tout le monde de faire des aventures seules pour justement apprivoiser cette solitude. S'il y a des gens qui osent pas trop faire des choses seuls, maintenant tu me dis va manger au resto tout seul, m'asseoir à une table tout seul avec aucun problème, tu vois. Alors qu'avant j'aurais été un peu stressé par le regard des gens, ou là qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je suis tout seul, j'en ai rien à foutre. Ouais. Rien à foutre. Ouais, c'est vrai. Tu Après un voyage tout seul comme ça, maintenant, limite tu fais des trucs chelous tellement ça devient naturel parce que tu l'as fait tout le temps en voyage. C'est ça. Et en France, les gens te regardent, mais qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois? C'est fou. Mais je me dis c'est pareil pour toi. Enfin, Ouais, c'est clair. Tu changes vachement sur le jugement. Ouais, t'es plus à l'aise avec le fait d'être seul et on va dire tu penses moins au jugement des autres. c'est ça. Ah tiens, pas du tout, mec. Certainement pas. C'est mort. Si là, t'avais la possibilité tout de suite d'inviter une des personnes que t'as rencontrées sur tout ton voyage à dîner. Là, tu pourrais inviter à dîner maintenant une personne de ton voyage. Qui est-ce que ce serait et pourquoi? Oh mec, c'est dur. Ah, c'est dur. J'en ai tellement qui me viennent en tête. Je pensais à un mec qui a été incroyable avec moi en Indonésie, qui s'appelle Billy, qui m'a tout offert. Mais ouais, je vais dire Billy. Je pense à tellement de personnes en même temps. Il y a plein de visages qui me viennent. Peut-être ça m'émeut un peu. Mais ouais, je vais dire Billy, un mec que j'ai rencontré en Indonésie. Du coup, pour la petite anecdote, en gros, j'ai fait toute l'île de Sumatra, qui est l'île vraiment un peu plus perdue, pas perdue, c'est une des plus grandes îles d'Indonésie, mais l'île la moins touristique, c'est ça que je voulais dire, d'Indonésie, où dès qu'ils voient un blanc, c'est waouh, un blanc, ah mon Dieu, allons vers lui, Comme tu dans vois. les pubs et les films. C'est ça. J'ai des vidéos avec mais vraiment genre une cinquantaine d'enfants comme ça, ils me sautent dessus, ah trop bien, tu vois. C'est incroyable, c'est des moments de vie fou. Bref. J'ai traversé toute cette île de Sumatra en stop et j'arrive à la fin de cette île et du coup ça va peut-être être une autre leçon dont on a parlé tout à l'heure, de toujours dire oui justement et de pas rester focus sur son plan. Je vais en parler. Donc j'arrive à la fin de cette île Sumatra et mon but c'est de prendre le ferry pour aller sur l'île de Java, donc qui est plus à l'est, pour rejoindre Jakarta après qui est la capitale. J'en avais un peu ma claque de Sumatra parce que certes c'était des rencontres incroyables mais c'est très très pauvre, c'était très dur. C'était physiquement c'est très dur. Même en stop, t'as aucune autoroute, donc c'est que des routes éclatées, vraiment, avec des énormes trous, des camions qui roulent, qui font 50 km/h de moyenne, il fait chaud, c'est vraiment dur, tu vois. Donc j'avais un peu hâte de partir et de voir autre chose, tu vois, après 2 semaines sur cette île de Sumatra où j'ai croisé 0 touriste. Okay. 0 blanc, hein, mais même pas de 0, que des Indonésiens en 2 semaines. Vraiment. Pourtant j'ai vu des milliers de personnes, tu vois. Bref. Du coup, j'arrive à la fin de cette île de Sumatra, je veux prendre le bateau, et là, juste avant d'arriver vers le bateau, je passe vers un pont,
et un pont hyper bien décoré avec des éléphants, trop stylé. Je me dis, oh, trop stylé, mais s'il y a un pont avec des éléphants, ça veut dire que, comme quoi, faut être attentif aux signes de la vie aussi. Bon, chacun croit en l'univers, on croit en ce qu'il veut, mais moi je me suis dit, putain, c'est peut-être Dieu qui m'a mis ça sur mon chemin, tu vois, ce pont avec les éléphants, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, je me dis, attends, il y a peut-être des éléphants en fait à Sumatra et j'ai raté. J'ai raté des éléphants de ouf, un truc de ouf en fait. Donc je me renseigne, ChatGPT, hop, 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 est-ce qu'il y a des éléphants à Sumatra? Oui, oui, il y a des éléphants dans le parc national de machin. Et là, je vois, il est à genre 4 heures de route en stop. Bon, 4 heures Sumatra, ça fait genre 8 heures, tu vois, par les petites routes de merde. Mais je me dis, allez, j'y vais. Fini le ferry, je prends plus le ferry, je vais plus à Java, je vais voir les éléphants. Tu vois. Là, je commence à faire du stop, tac, un premier gars me prend, il m'avance un peu. Là, je me retrouve un peu au milieu de nulle part. Je recommence à faire du pouce. Et il y a Billy qui s'arrête. Billy. Et là, Billy s'arrête, un mec de notre âge, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là déjà, tu vois? Et je dis, bah écoute, moi je devais aller à Java, là, à Jakarta, mais j'ai vu qu'il y avait des éléphants là-bas. Il me dit, mais c'est hyper loin, tu te rends pas compte, puis là, c'est trop tard, faudrait que tu campes là. Je dis, ah bah, c'est chiant, mais pas grave, je vais camper. Et là, je vois, comme quoi, une fois de plus, faut être attentif aux signes de la vie, je vois qu'il a des crampons, tu vois, de foot. Ouais. Et je lui dis, moi je suis un grand fan de foot, et je lui dis, ah, tu fais du foot? Et il me regarde, il me dit, ouais, tu veux venir? Je vais faire un match là avec des potes. Et je regarde, je fais, ah oui. Tu vois, une fois de plus, je devais aller aux éléphants. Non, je devais aller au ferry. Éléphants, je devais aller aux éléphants. Non, je vais faire un foot, tu vois, parce que je sais pas, on m'a mis ça sur mon chemin. Donc, je lui ai dit oui, je suis monté dans sa voiture, et je suis allé faire un foot avec des Indonésiens. Ils étaient tout choqués de me voir, c'était trop cool, il y avait un bon niveau en plus, sur un terrain dégueulasse, Ouais. tout humide, il y avait des flaques, limite tu tapais des glissades, tu faisais des tacles glissés, tu partais sur 10 mètres, mec, c'était incroyable. Comme dans foot de rue. Comme dans foot de rue, mec. Et Olivier Tom, tu vois. Et il y avait un arbitre, il y avait des poules sur le terrain, c'était n'importe quoi. Ouais. Il y avait des poules, je shootais des poules une fois sur deux. Et bref, on a fait un match, c'était trop bien, et après, Billy m'a dit, bah mec, viens chez moi, je t'héberge. Donc il avait une grande maison quand même, il avait un bon taf. Bon, le salaire moyen, je crois c'est 300 € par mois en Indonésie, donc il était quand même pas mal au-dessus. Donc il avait les moyens, il avait une salle, une grande chambre d'amis, ce qui est rare en Indonésie. Donc on arrive chez lui, il me fait la visite et il me donne la clé, tu vois. En fait c'était un truc à part. Imagine une mini maisonnette à côté de sa maison, tu vois, avec la chambre d'amis. Et il me donne les clés, il me dit vas-y, fais comme chez toi, t'as la salle de bain, t'as tout, j'avais une putain de vue sur une mosquée et toute la ville, c'était trop beau. Et il me dit demain moi je vais au taf, tu fais ta vie, va dans ma maison, prends ce que tu veux dans le frigo, tu fais ta vie, tu vas visiter la ville, on se retrouve demain à 1h de l'après-midi et je te fais visiter des petits endroits cool. Donc je passe ma meilleure nuit, trop cool. Puis il était hyper modeste, il me disait non mais c'est nul, ou je t'emmène, ma chambre d'amis elle est pourrie, mais c'était trop stylé, c'était trop beau. Bref, du coup le lendemain je me lève, je fais ma petite visite et après il me fait visiter toute la ville, il me fait goûter tous les trucs. Enfin bref, voilà. Billy. Billy, t'aimerais bien lui offrir un petit dîner? J'aimerais bien lui offrir un petit dîner, c'est un mec incroyable. Comme j'en ai croisé plein d'autres, je pensais aussi à une dame dans le Transsibérien. Je vais essayer de faire plus court parce que j'ai l'impression de trop parler, mais c'est pas grave, j'aime bien moi, ces anecdotes. On a le temps. Et il y a une dame dans le Transsibérien aussi, j'ai fortement pensé à elle quand tu m'as posé ta question. C'est une des rares dames qui pipait 2-3 mots d'anglais, tu vois. Ouais. Du coup, quand je suis arrivé au Transsibérien, pour prendre le Transsibérien, monter dedans au tout début, j'étais vraiment perdu. J'étais en mode où je suis, je regardais mon ticket, je comprenais rien. C'était tout écrit en russe. Ils traduisent rien en Russie. Hein. C'est russe, tu parles russe ou tu vas te faire foutre, tu vois. Donc, mais c'est très bien, du coup, ils sont conservateurs, voilà, bon bref. Et du coup, cette gentille dame m'a aidé à trouver un petit peu mon emplacement, mon lit claqué au sol. Donc, et à chaque fois, elle venait me voir, est-ce que ça se passe bien, est-ce que tout va bien? Elle m'a donné un petit carnet avec un petit stylo, elle m'a dit tu pourrais écrire ce que tu veux, ce que tu penses, parce qu'il n'y a pas de réseau, évidemment, Okay, ouais. dans le transsibérien, donc des fois tu refais le monde dans ta tête, mais c'est bien d'écrire. Ouais, ça doit être cool. Des pages d'écriture, tout ça. Et du coup, cette dame, elle restait genre 2 jours dans le transsibérien, et elle partait au petit matin, mais je le savais pas. Et au petit matin de son départ, je dormais et elle m'a déposé au pied de mon lit, genre un sac rempli de bouffe, tu vois. Okay. Rempli de bouffe mais pas juste de la bouffe qu'elle avait achetée, de la bouffe qu'elle avait fait, genre ses tupperwares à elle, avec ses recettes, la totale, tu vois. Ouais. Alors que, je sais pas, je la reverrai jamais, j'ai pas son contact. J'ai pas son contact, je la reverrai jamais.
je lui ai rien donné en échange. Et elle m'a aidé, elle m'a donné un carnet, elle m'a donné de la bouffe, et elle m'a même pas demandé de merci, rien. Elle m'a posé ça, elle est partie, tu vois. Et je me dis, en fait, ce genre de personne et de gentillesse sans rien attendre en retour, c'est tellement rare. Et du coup, c'est pour ça que je pensais à elle aussi. J'aimerais bien inviter et lui rendre ce Lui qu'elle m'a rendre, offert. ouais, Ouais, un petit repas en échange des tupperwares fait c'est maison ça. avec amour pour un Ouais, inconnu avec qui elle a échangé quelques mots. c'est fou. Putain, C'est ouais. fou. Ouais. Non, ça fait des leçons de vie, des fois, des gens qu'on rencontre et rien en échange, C'est ça, ils t'offrent c'est juste de la ce qu'ils gentillesse. ont et ouais, Alors qu'ils ont moins de choses que toi. c'est vrai. Et c'est ça qui est le plus ouf. Ouais. Mais franchement, ça fait réfléchir, et ces rencontres-là. Est-ce que toi, il y a un pays dont on n'a pas parlé, qui t'a marqué et t'aimerais bien en toucher deux mots sur ce pays, un pays que t'as traversé? Marqué positivement Ou négativement, comme tu veux. Moi, j'ai pas trop envie de clasher, mais alors la Malaisie, c'est pas un pays que j'ai bien aimé. Ouais. Tout simplement pour la bonne raison que moi, je suis quelqu'un qui est assez conservateur, c'est-à-dire que j'aime bien rentrer en profondeur dans la culture d'un pays. Et en Malaisie, j'ai pas retrouvé beaucoup de culture. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Chinois en Malaisie, il y a énormément d'Indiens, mais il n'y a pas trop de culture malaise, tu vois. Enfin, malaise, malais, je sais plus. Ok. Donc c'est un peu au milieu de tout. Il y a beaucoup de Thaïlandais aussi. C'est un peu un mix de pas mal de choses. Et des fois, les mix, ça fait des belles choses. Notamment la première ville que j'ai visitée en Malaisie, qui s'appelle Georgetown, qui est tout au nord, très très stylée. C'est-à-dire que tu fais, t'as une mosquée, tu marches 50 mètres, t'as une église, tu marches 50 mètres, t'as un temple bouddhiste. C'est un truc de ouf. C'est surprenant au début, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'identité à part entière en Malaisie. Du coup, c'est un pays que j'ai pas trop aimé, malgré que il s'est passé des petites dingueries. J'ai été hébergé dans un hôtel 5 étoiles parce que je me suis fait prendre en stop par un mec qui bossait au gouvernement en Malaisie. Du coup, très stylé, mais bref, la Malaisie est pas ouf, à mon sens. Un pays que j'ai pas parlé pour l'instant, donc j'ai beaucoup parlé de l'Indonésie et de la Chine. Bah, après, il y a eu l'Australie que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Australie. C'est vrai. T'as fait un truc. T'as acheté une voiture qui était miteuse et t'es parti faire le tour de l'Australie avec ça. Alors, j'ai même pas vraiment acheté. Alors, l'histoire, c'est que moi, j'arrivais au nord de l'Australie, à Darwin, et j'avais le meilleur ami de mon petit frère qui s'appelle Sacha. Big up, je t'aime frérot, et qui lui vivait à Melbourne, donc tout au sud. Il était en PVT, et on a dit on va se rejoindre au milieu de l'Australie. Et en fait, bah moi, j'y allais en stop, et lui, il bossait pour un fermier avec qui il s'est vraiment lié d'amitié, avec ce fermier. Et le fermier, il lui a dit, bah, vas-y, tu veux voyager, ça va, ça fait 6 mois qu'il était dans sa ferme, il lui a dit, vas-y, je te laisse, je te donne la voiture. Et en fait, il avait une vieille voiture, une Subaru 500 000 km, claquée au sol, tu vois. Ok. Vraiment, elle pouvait péter à tout moment. Et mon pote, Sacha, il allait au garage, et il leur a demandé, mais combien de temps elle va tenir? Je veux aller jusqu'à Brisbane avec, je veux monter à Alice Springs au milieu de l'Australie et aller jusqu'à Brisbane. Ils leur ont dit, non, 500 km, elle est morte, j'arrête ta voiture. Et je lui ai dit, mais mec, non, elle va tenir jusqu'à Brisbane. S'il faut, je sais pas, s'il faut changer des trucs, s'il faut qu'on finisse sur les jantes, on finira sur les jantes, tu vois, ça sera l'anecdote. Du coup, on se rejoint à Alice Springs, donc la ville en plein milieu de l'Australie, la ville des aborigènes, je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà, la culture aborigène australienne, un peu spéciale, mais aussi intéressante C'est pas à très safe, tu découvrir. disais. Ouais, c'est pas très safe. Comme je disais, pour faire un tour rapide sur les aborigènes, bon, il y en a des très bien, hein, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que, en fait, bah, c'est des personnes qui sont là depuis 60 000 ans, comme je te disais tout à l'heure, C'est fou. ce qui est énorme. On se rend pas compte, mais pour faire le comparatif, les pyramides, c'est moins 4 000. Et là, ça fait moins 60 000, ils étaient déjà en Australie. Donc c'est un peuple qui est encore un petit peu très nomade. Et d'un jour à l'autre, ils ont vu des putains de colons blancs arriver avec des guns. Les colons, ils leur ont dit, bah, maintenant c'est chez nous, tu vois. Donc, bon, c'est un peu spécial. Donc, les colons sont ramenés aussi avec beaucoup d'alcool. Et de là, les aborigènes, ils ont commencé à beaucoup boire, beaucoup se droguer. Donc, aujourd'hui, il y a encore cette coutume un peu des aborigènes qui se bourrent la gueule, qui commettent pas mal de meurtres, beaucoup de viols, tout ça. Une fois de plus, pas tous, il y en a qui arrivent à s'intégrer, mais on peut pas, enfin, on peut leur en vouloir parce que c'est des gestes horribles, mais d'un côté, c'est chez eux de base, et ils sont pas ils sont pas du tout comment dire, élevés dans la même société que nous, ça a rien à voir, c'est des personnes complètement différentes de nous, avec leurs qualités et leurs défauts.
Donc voilà, c'est vrai que la ville d'Alice Springs en plein milieu, c'est pas hyper safe, mais au final, j'ai quand même kiffé. Je suis resté du coup 2 semaines à peu près. Ouais. Voilà, avec mon pote Sacha. Et de là, eh ben, on a pris la route avec cette belle voiture qu'on a appelée l'épave du coup, avec l'épave. Et on a fait des petites vidéos assez marrantes sur Insta où le but c'était de la custom. Donc on a commencé à custom les jantes d'une certaine couleur. Après on disait vas-y, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur le capot? On écrivait de la merde sur le capot. Après on a teint tout un côté en Jurassic Park. Vraiment on s'est chauffé. Et elle a tenu et c'était absolument incroyable. On a pris une route qui s'appelle la Dirt Road. Donc la route un peu de merde quoi, sale entre guillemets. Qui est inondée, mais on le savait pas de base. Donc on a pris cette route dans le désert, inondée, on a roulé pendant 8 heures jusqu'à se rendre compte qu'il y avait une flaque énorme de 10 mètres. On pouvait pas passer, bah, bref, après j'ai tout détaillé ça en vidéo si les gens veulent voir. les images, tout ça. Donc on a dû faire machine arrière, mais bref, c'était super expérience avec cette voiture. On est resté bloqué dans le désert, sans essence, on a cru on allait devoir finir à pied, c'était... Et là, alors là, c'est un des rares cas où je me suis dit, putain, avec la muraille de Chine, je me suis dit, vraiment, mais tout ce que j'ai appris en survie, ça va me servir, parce que je croyais vraiment que j'allais devoir finir à pied dans le désert. C'est comme l'autre qui avait fini dans un canyon à se couper le bras. Bon, là, c'est un peu extrême, mais tu vois. Parce qu'on avait plus d'essence à un moment, on était bloqué par cette grosse flaque d'eau. 127 heures, ça, je crois. C'est ça, exactement. Enfin bref, voilà. Et au final, on a réussi à atteindre Brisbane. On est revenu sur nos pas, on a rencontré des gens qui nous ont aidés. Et on a réussi à atteindre Brisbane avec cette voiture, avec une suspension en moins, parce qu'on a éclaté une suspension. Et les 500 derniers kilomètres, c'était à 50 km/h, ça faisait... Les gros camions, il faut savoir qu'en Australie, ils ont ce qu'on appelle des road trains, donc des trains de route, ils les appellent, c'est des gros camions, et ils font 53 mètres de long, je crois. Tu vois, c'est vraiment hyper long. Du coup, nous, on était à 50, et t'avais les camions de 50 mètres qui nous doublaient comme ça, qui klaxonnaient, on était, mon Dieu... hyper dangereux à ne pas reproduire, mais bref. L'Australie, belle découverte, mais surtout le désert. Et si je veux insister là-dessus, c'est que tous les gens qui vont en PVT en Australie, en tout cas 90% je pense d'entre eux, ils vont à Sydney, ils vont à Darwin, ils vont à Perth, ils vont à Melbourne, sur la côte. Et j'en ai rencontré quand j'étais à Brisbane et Sydney, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils restent dans une grande ville au final et ils font pour la plupart Uber Eats, voilà là-bas, parce qu'ils gagnent quand même un peu de sous avec ça. Mais il loupe tout en fait. Il loupe tout. Le désert australien, c'est incroyable. Vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau. Et il y a beaucoup de gens aussi qui... Je sais pas si tu connais Rémi Camus. Ça me parle, ouais. C'est un aventurier qui a traversé qui a traversé l'Australie en courant. Et il disait un truc très vrai. Il a dit, mais les gens qui traversent l'Australie avec leur camping-car, le désert en tout cas, et ben ils tracent et ils voient rien. Et ils disent, oh le désert c'est ennuyant. Et il dit, moi je courais, j'ai tout vu. Vous loupez tout quand vous allez en voiture. Je voyais tout, toutes les petites bêtes, tout ce qui se passe, tous les aigles. Il a vu des aigles choper des bébés kangourous et les monter en l'air, les tuer, les manger, tu vois, des délires, tu vois. Et du coup, on avait écouté ce podcast et j'avais en mémoire ce podcast et j'ai dit à mon pote Sacha, mais mec, faut qu'on aille doucement, tu vois. Dans le désert, du coup, des fois, on s'arrêtait sur le bas-côté dès qu'on voyait un truc qui nous paraissait stylé et on allait marcher, tu vois. Et on marchait comme ça dans le désert. Et le désert australien, vraiment, je conseille à tout le monde qui va en Australie de pas juste faire les grandes villes et les côtes, même si c'est très beau, mais essayez de vous perdre un peu dans le désert et c'est trop beau. Ouais. Voilà. Sur l'Australie. Ce que j'ai à dire. Bah, je vais te laisser ouvrir sur un autre sujet, s'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, de ton voyage, un événement marquant, ou peut-être même un conseil que tu voudrais donner à des gens qui voudraient voyager de cette manière-là. Je pense que j'en ai déjà dit pas mal, mine de rien. Après, il y a toujours des choses à dire, mais c'est vrai qu'en prenant du recul, je pourrais trouver, mais là, sur le tas, je pourrais dire... alors ça, c'est une phrase que m'a dit mon père, qui a résonné en moi il y a déjà pas mal d'années, et que je me suis rendu compte que c'était une phrase très vraie, grâce à ce voyage et grâce à ma vie aussi, que tout ce qu'on donne dans la vie nous sera rendu un jour. Et c'est quelque chose que vraiment je me force à appliquer, même dans des moments où vous pensez que vous faites des choses pour rien, même si vous lancez des projets que ça se casse la gueule, en fait vous faites pas ça pour rien. Il y a toujours la vie qui va vous rendre, ça paraît abstrait ce que je dis, mais la vie va toujours vous rendre quelque chose que vous avez donné, peut-être même si c'est 10 ans en arrière, vous avez donné quelque chose. Je vais reprendre l'anecdote de mon père, qui me disait, alors ça c'est un peu différent du voyage, mais en gros mon père, il était infirmier,
Il m'a expliqué ça et c'est trop cool que je puisse le transmettre. Il était infirmier et avant ça, il avait fait des petits jobs un peu de magasinier, de zub comme ça, très sous-payés, tu vois, des trucs. Et dans ces petits jobs de magasinier, il s'est toujours donné à fond, tu vois, toujours donné à fond, parce que mon père, c'est un mec qui travaille bien, tu vois, qui est sérieux. Et donc le jour où il a été infirmier, et ben il y a son chef infirmier qui a démissionné ou je sais plus quoi, et il cherchait quelqu'un d'autre du service déjà pour remplacer en tant que chef. Ok. Et là, ils hésitaient entre plusieurs personnes et ils disaient, enfin les directeurs de la clinique, ils hésitaient entre plusieurs personnes et il y avait mon père dans le lot parce qu'ils pensaient que c'était quelqu'un de sérieux. Et là, pour déterminer lequel va prendre la place de chef infirmier du bloc opératoire, et ben ils ont appelé toutes les anciennes personnes avec qui la personne a travaillé. Donc ils ont appelé notamment le mec pour qui mon père a travaillé en tant que magasinier. Et là le mec il a dit Dominique, waouh, un mec comme ça, il a pas compté ses heures, je le payais comme une merde. Vraiment il a taffé super bien, il était toujours pro, vous pouvez y aller. Hein. Moi je vous conseille 10 000 fois ce gars. Et au final il a dit ah non dites pas plus, tac, ok Dominique, chef, tu vois. Alors que il aurait très bien pu, tu vois. Genre juste rien foutre parce que juste il était mal payé. Mais au final, voilà, juste tout ça pour dire que dans la vie tout nous est rendu un jour. Il faut toujours tout donner, toujours. Moi ça me parle. Pour avoir voyagé, il y a plein de moments où je me suis dit, tu fais quelque chose de positif et t'as l'impression qu'on te le rend à un moment ou à un autre plus tard. Alors c'est ça. Chacun pense ce qu'il veut, mais ouais, je pense qu'il y a une part de vérité. Bah toi maintenant, quels sont tes plans? Si tu veux un peu en parler, peut-être tu peux aussi parler si les gens veulent te suivre quelque part. T'as d'autres projets de voyage, j'ai l'impression, quand on discutait un peu tout à l'heure. Ouais, alors moi déjà je vais repartir au Canada là, parce que j'ai un PVT au Canada. Faut savoir que le PVT Canada c'est un tirage au sort, donc c'est un petit peu chiant à avoir. Ouais, contrairement à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et je sais plus le Japon je crois, où tu payes tu l'as. Bah là en Canada il y a tellement de Français qui veulent y aller parce qu'il y a le Québec qui est francophone. Donc du coup c'est un tirage au sort. Tu vois cette année t'as 17 000 personnes qui ont fait la demande, non plus. T'as 17 000 personnes qui sont encore en attente et t'en as que 6 000 qui ont été tirées au sort. T'as une chance sur 3. Ok. Donc j'ai eu cette chance-là. Donc moi je vais partir d'ici un mois, toujours pour me lancer un nouveau défi, parce que j'ai déjà vécu côté francophone. J'ai adoré le Québec. Allez-y, c'est une région incroyable. Les Québécois sont... J'ai toujours le cœur. On les embrasse les Québécois. On les embrasse, on tabarnak. Et mais je vais essayer d'aller côté anglophone, donc à Calgary, essayer de lancer un nouveau défi. Pareil, pas de famille, pas d'amis, pas de taf, pas d'appart, et je vais arriver là-bas. Je vais prendre 2 nuits d'auberge de jeunesse et puis je verrai ce qui se passe. La vie t'amènera sur le chemin qu'elle te proposera. Tu choisiras les chemins à prendre. C'est ça. Voilà. Et puis moi j'aime bien dire aussi que rien n'est figé. Et une fois de plus, tu vois, au début je me disais putain attends, aller à Calgary, ça fait peur, ça va parler anglais, je sais pas si je vais y arriver, je connais personne, nanana. Hop, tu te montes la tête. Après tu te dis oh waouh, tranquille. Genre je me suis dit je vais faire une période test de 2-3 mois à Calgary, je vais voir comment ça se passe et après j'avise. Et si j'ai un dernier conseil du coup que je peux donner, c'est genre rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé, rien n'est acquis aussi, mais rien n'est figé, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous prenez une décision de partir à un endroit, de quitter un job, de se lancer dans un truc, en fait, on peut toujours revenir en arrière. Il y a toujours des possibilités. Genre moi, si je pars à Calgary là, c'est pas figé. Je peux très bien, si ça se passe mal, je reviens là, mais au moins j'aurais essayé. Voilà. Et faut juste oser. Moi, dans ma période où j'étais vraiment pas bien, avant de partir la première fois au Canada, j'étais vraiment au fond du trou, tu vois, au fond du seau. Et juste oser prendre cette décision qui peut potentiellement changer votre vie. Au lieu de me morfondre là, j'ai pris la décision de prendre ce billet d'avion. Et le Canada, je dis un peu m'a sauvé la vie, tu vois, parce que j'étais vraiment au fond et grâce à ce billet d'avion, à cette décision, j'ai remonté la pente et maintenant je suis pleinement heureux et j'ai fait tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et c'est loin d'être fini. Donc voilà, oser, rien n'est figé et aller au bout de la démarche. Voilà. Termine là-dessus. Oser et aller au bout de la démarche. Merci Flo, franchement c'était trop cool. Avec plaisir, c'est trop cool, merci. Ciao, merci d'avoir écouté, d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à mettre un commentaire, un like et surtout, parlez-en
à quelqu'un qui pourrait aimer cet épisode, si vous avez des gens en tête, votre grand-mère, votre cousin ou peu importe. Voilà, merci, à une prochaine. Ciao. Ciao.